Marine Lardinois qui est en direct de Nice et on peut lui dire qu'il fait aussi très beau. Madame Lardinois, bonjour. Voilà, Bonjour. donc bienvenue, on va tenir le timing et donc vous intervenez de Nice et je vous en remercie pour présenter le dispositif 3114, un dispositif qui complète la stratégie nationale de prévention du suicide qui a été impulsée par la feuille de route santé mentale et psychiatrie de 2018. On va vous laisser la parole. On sait que notre région compte parmi une des plus défavorables de France métropolitaine et la première région en termes d'hospitalisation pour des tentatives de suicide. Et nous sommes également parmi les 4 régions où on meurt le plus par suicide. C'est dire les défis et les enjeux. Donc on vous remercie d'intervenir et puis à votre suite, je sais que sont parmi nous donc Émilie Dupont, Maxime Dumortier et puis Nancy Roch, qui sont infirmiers, répondants au 3114 et donc nous les inviterons par la suite à monter pour répondre également à vos questions. Ils pourront vous partager leur expérience de terrain en tant qu'écoutants. Madame Lardinois, je vous remercie beaucoup et puis je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, top. Enfin, moi. Bon, impeccable. Merci beaucoup en tout cas de nous donner la parole aujourd'hui, nous permettre de vous présenter le dispositif 3114. Je vois Maxime, Émilie et Nancy. Salut, merci beaucoup d'être sur place. Alors, je vais partager mon écran, hop, pour que vous puissiez voir le diaporama. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Merci aux organisateurs de cette journée, en particulier Marie-Noëlle Cadou, qui a effectivement recontextualisé le contexte dans lequel est né le 3114. Donc là, moi, je vais vous présenter un peu cette stratégie globale de prévention du suicide, introduire un peu ce qu'est le 3114 au sein de cette stratégie, et puis je laisserai mes collègues vous parler de leur mission, de leur travail sur le terrain, vous donner quelques chiffres d'activité depuis l'ouverture du dispositif le 1er octobre. Donc la stratégie globale, déjà pour vous expliquer, elle consiste en fait à mettre en place un certain nombre d'actions qui sont complémentaires, que je vais vous détailler en suivant, sur l'ensemble du territoire. Et c'est une des actions qui émane de la feuille de route effectivement santé mentale et psychiatrie de 2018, émise par le ministère des Solidarités et de la Santé, à l'époque où Agnès Buzyn était Premier ministre. Et cette stratégie, elle intègre un certain nombre d'actions en elle-même, des actions de formation, ouvrir un numéro national de prévention du suicide. Alors, la mise en œuvre de cette stratégie globale de prévention du suicide, elle est rendue possible via différentes composantes qui agissent de façon synergique et complémentaire. Ce qui guide un peu toutes les actions, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est le souci de l'autre, la proactivité pour répondre aux besoins, la rationalité aussi dans la façon dont on y répond. Et donc, ces valeurs, elles vont guider à la fois des méthodes. L'idée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui est efficace dans quelle population concernant les dispositifs qu'on met en place, qu'est-ce qui est efficient, qu'est-ce qui est efficace. Donc, ces méthodes, elles consistent en la consultation de personnes concernées, la réalisation de focus group, la réalisation aussi de revues de la littérature, etc. Et puis, il y a aussi un certain nombre de principes généraux qui vont guider l'ensemble des actions, l'ensemble des stratégies, des pratiques de prévention du suicide aussi. Donc là, vous en voyez 4. Le principe de globalité, je vous en reparlerai un peu plus tard. L'approche aussi écosystémique, c'est l'idée de dire que dans les actions de repérage, d'orientation, les mesures de protection et d'intervention qu'on met en place, il faut intégrer l'environnement relationnel et social des personnes concernées. Le principe développemental, c'est le fait de reconnaître qu'il y a des enjeux pronostiques forts, des idées suicidaires, des tentatives de suicide, et qu'il faut faire un effort vraiment de façon systématique pour adapter les modalités de repérage, d'orientation, de protection, d'intervention en fonction des populations
En particulier, ça a été dit dans les recommandations HAS sur la prévention du suicide chez les enfants et les ados. Voilà, il faut faire un effort d'adaptation. Et attention aux ISS. Donc, les ISS, c'est les inégalités sociales et territoriales de santé. Par exemple, comment rendre accessibles les actions de prévention du suicide aux personnes alors soit qui souffrent de discrimination, les populations, par exemple LGBT. On est en contact au 3114 avec ces associations-là pour essayer de favoriser la diffusion et la connaissance de ce dispositif dans des populations qui sont soumises à des stress mais environnementaux. En fait, c'est le modèle de stress des minorités. Mais c'est aussi les personnes qui souffrent de handicap comme la surdité. Voilà. Et ça crée des inégalités d'accès aux soins sur les territoires. Ensuite, ces principes-là, ils sous-tendent donc un certain nombre d'actions, de dispositifs, le dispositif vigilance, le 3114, les actions de post-vention, de travailler avec les médias, d'autres dispositifs, donc les DAD, c'est les dispositifs d'aide à distance et d'écoute, les actions numériques, etc. Et ces actions, ces dispositifs se déploient en fait selon plusieurs modèles, mais qui peuvent être aussi complètement complémentaires. Je vais vous les détailler juste après. Le pilotage sur le plan national, c'est la DGS, Direction générale de la santé, et au niveau régional, chacun des centres est en contact avec son ARS de région. Alors, les modèles en fait qui nous guident pour le déploiement des actions de prévention du suicide, ils sont, comme je vous disais, multiples, mais ils ne sont pas exclusifs des uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut les combiner. Le modèle selon le parcours, donc c'est celui qui est décrit par l'HAS en plusieurs étapes. Donc une action d'abord de détection, repérage, dépistage, une action après d'évaluation, puis d'orientation, et enfin tout ce qui relève de la prise en charge, donc ce qui est accompagnement global, mesures de soins, parfois certaines mesures de protection. Donc ça, vous verrez que c'est un modèle qui est le 3114 fonctionne comme ça. Enfin, les collègues vous expliqueront aussi la façon dont ils sont formés. Les actions de détection, elles peuvent relever de gens qui ne sont pas soignants, mais les actions d'évaluation, d'orientation, de prise en charge, au contraire, elles relèvent plutôt de personnes qui sont du soin, du sanitaire. Selon le stade, bon, là je vous en parle parce qu'en fait c'est un modèle alors qui est ancien, qui est plutôt la fin des années 50. Donc CCI, ça veut dire Commission of Chronic Illness. Donc en fait l'idée c'est de dire que par analogie aux maladies chroniques, longtemps la prévention du suicide elle a été structurée selon cette approche comme ça un peu segmentaire, chronologique. Donc en prévention primaire, l'idée de la prévention primaire c'est de dire on va diminuer l'incidence, l'apparition de pathologies en réduisant l'exposition à des facteurs de risque. La prévention secondaire, c'est dire on va réduire la prévalence des pathologies quand elles sont là, mais en essayant de freiner au maximum leur évolution. Et puis la prévention tertiaire, c'est réduire plutôt les complications, le handicap, l'invalidité, les rechutes, les récidives des pathologies quand elles sont déjà présentes et puis à des stades plus avancés. Il y a un autre modèle, donc selon le niveau, le modèle de Gordon, qui est un peu plus adapté en fait à la prévention du suicide. C'est un modèle qui est alternatif, qui a été développé en fait au début des années 80. Et il va plutôt proposer une typologie qui est fondée sur les groupes de population auxquels les mesures seraient les plus adaptées. Donc, par exemple, la prévention universelle, c'est la prévention en population générale, tout le monde. Et ça, c'est le 3114, par exemple. La prévention sélective, c'est des populations qui vont être à sur-risque d'émergence de pathologies compte tenu de l'exposition à certains facteurs de risque, mais aussi de critères sociodémographiques. Et donc, on se dit que dans ces populations, comme elles sont plus à risque, c'est important de mettre en place des actions de prévention. Et ensuite, la prévention ciblée, c'est des populations chez lesquelles on a vraiment identifié des troubles, des affections, des anomalies. Et là, évidemment, c'est également important de mettre en place des actions de prévention. Ensuite, selon l'échelle, prévention individuelle versus collective, et puis selon les modalités, parce que en fait, c'est important de se dire que la prévention du suicide, ça ne relève pas que d'actions de formation, par exemple. Il ne suffit pas de former des gens à la détection, l'évaluation, l'orientation, etc. Mais c'est vraiment un assemblage de différentes modalités d'intervention, que ce soit effectivement des actions de formation, du soin, de la communication, de l'aide à distance, du numérique, de la post-vention, etc., etc.
Alors, voilà. Alors, un principe qui est particulièrement structurant, et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est le principe de globalité. Et ce principe de globalité, il comprend quatre approches qui sont complémentaires, que vous voyez ici. Donc, par exemple, je vous parle d'approche multidisciplinaire. L'idée, c'est de dire que quand on pense à la prévention du suicide, on va mobiliser un ensemble de champs de savoir qui vont être pertinents et qui vont comprendre notamment les sciences biomédicales, les sciences humaines, l'éthique, les savoirs expérientiels de personnes concernées, de leurs proches, etc. On va combiner ces savoirs-là. L'approche multimodale, c'est celle dont je viens de vous parler, c'est combiner différents types, différentes modalités d'intervention. L'approche multisectorielle, c'est mobiliser et mettre en complémentarité différents secteurs, le sanitaire, le médico-social, le socio-éducatif, l'associatif, tout en respectant les compétences et les responsabilités de chacun. Et l'approche multiniveau, c'est cette approche de Gordon, c'est combiner des interventions qui ont à la fois une portée universelle, qui concerne toute la population générale, mais aussi des interventions de portée plus sélective à des groupes de personnes à risque et puis de portée ciblée, donc là chez des personnes qui sont déjà touchées par les troubles. Donc là, à titre d'exemple, si on croise des approches multiniveaux, multimodales, vous voyez que le dispositif comme vigilance, qui est juste ici, je ne sais pas si on voit ma petite flèche bouger, mais c'est un dispositif de veille vigilant, de veille, de recontact par téléphone, avec parfois l'envoi de cartes postales. Ça, c'est de la prévention ciblée parce qu'il s'adresse qu'à des personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Voilà. Le programme Papageno, par exemple, la formation des journalistes au média training, donc c'est plutôt ici. Là, c'est de la prévention universelle parce que l'accès aux médias grand public, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est important de former les journalistes à un traitement responsable du suicide parce qu'en population générale, on sait que ça peut avoir c'est d'une importance capitale. Et puis, par exemple, les formations sentinelles, donc c'est le petit phare qui est ici. Et ça, c'est de la prévention sélective indiquée, c'est-à-dire que c'est des actions qui visent à former des groupes de population dans des institutions ou des organisations qui constituent en elles-mêmes déjà des groupes de personnes à risque, par exemple les gendarmes, la police, les étudiants en médecine, etc. On va former des petits groupes de sentinelles qui vont être repérés par leurs pairs comme étant des ressources pour eux si jamais ils se sentent en difficulté, vulnérables, etc. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la stratégie globale, c'est un système complexe où toutes les actions sont en interaction et elles ont vraiment un effet synergique dans la prévention du suicide. Alors, l'action territoriale, donc le 2NPS, ça veut dire numéro national de prévention du suicide. Là, je vais vous parler un peu des missions des centres répondants. Alors, il y a des actions effectivement territoriales, locales. L'idée, c'est de dire il faut qu'on soit au plus près de la réalité de terrain et qu'on tienne compte aussi des spécificités qui sont loco-régionales, même si les missions restent globalement les mêmes. Et donc, ces actions territoriales, elles vont être très importantes parce que vous allez voir qu'il s'agit vraiment de faire en sorte que le 3114 diffuse le plus possible, donc constitue en lui-même une ressource, mais qu'il s'enrichisse également du travail de partenaires sur le territoire, de partenaires qu'on a parfois déjà très bien identifiés depuis le début et d'autres qu'il faut qu'on identifie avec le temps. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec nos ARS. Donc, une des premières actions, c'est le fait de s'ancrer, de dire il faut que dans la réponse qu'on apporte, on sera d'autant plus efficace, efficient, qu'on arrive à s'articuler aux autres dispositifs qui existent, et dispositifs d'aval, parce qu'on reçoit par exemple des appels. Après, il s'agit d'orienter les personnes en fonction de leurs besoins du moment. La participation aux instances de démocratie sanitaire, par exemple PTSM, CLSM, ça c'est aussi important parce que c'est des dispositifs qui mettent autour de la table tout un tas d'intervenants qui ne sont pas que des intervenants du sanitaire et qui constituent aussi des partenaires forts dans le champ de la prévention du suicide. Coopérer avec l'ARS, évidemment, parce que l'ARS nous donne aussi accès à tous ces partenaires sur le territoire.
et nous permet d'affiner notre connaissance justement des caractéristiques de ce territoire. On sait qu'il y a des régions. Alors c'est vrai que Marie-Noëlle le rappelait, les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, enfin c'est des régions qui sont très impactées par la problématique du suicide, et c'est aussi probablement pour ça que dans ces régions sont nés des dispositifs spécifiques comme le dispositif vigilance, et qu'il y a cette expertise particulière et que c'est lié à une des caractéristiques aussi du territoire. Et puis, les relais de communication, ça peut tout à fait constituer, ça peut être constitué par les partenaires, mais ça peut aussi être directement un travail avec les médias. Une autre action très forte, c'est l'articulation avec tout un tas d'autres acteurs, que ce soit, je vous en parlais tout à l'heure, le dispositif vigilance, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir recours au 3114 sur des moments où le vigilance n'est pas ouvert ou n'est pas disponible, et donc du coup, c'est important qu'on puisse voir comment on se transmet les informations de dispositif à dispositif. S'articuler aussi en termes de formation. C'est vrai que dans la façon dont on présente la stratégie globale de prévention du suicide, quand on est amené à parler du 3114, on parle beaucoup des actions de formation, parce que ces différents niveaux, formation sentinelle, comme je vous en parlais, et formation à l'évaluation d'orientation et l'intervention de crise, elles répondent en fait à un modèle de prévention du suicide, donc celui en 4 étapes: détection, évaluation, orientation, prise en charge, et que c'est un modèle intéressant. C'est un modèle intéressant, que ça vaut le coup de développer des formations. Et le travail avec les médias locaux aussi. Nous, on s'articule avec eux. Alors, on a aussi cette chance d'être pas très loin du pôle national ici à Lille. Donc, on a l'aide du pôle communication, mais régulièrement, on a aussi à communiquer sur le numéro, sur le dispositif, parce que des médias viennent se déplacer au centre. En fait. Et ça, c'est important de vraiment savoir discuter avec les médias, parce qu'on sait qu'ils ont quand même un certain pouvoir sur la société. Enfin, voilà, sans que ce soit un jugement, mais en tout cas que c'est aussi leur confier la responsabilité de présenter le dispositif, la stratégie globale. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à travailler le mieux possible avec eux. Une autre action, c'est cette action de stimulation. En fait, l'idée, c'est que le 3114, c'est aussi a aussi un rôle un peu d'intégrateur. On peut participer d'une certaine façon à la surveillance de phénomènes à risque, parce que parfois on a des infos très tôt par téléphone. Enfin, je pense à certains challenges qui peuvent exister dans la population adolescente, et donc en fait très vite on diffuse ces phénomènes un peu d'alerte pour essayer de réduire les risques qui en découlent. Je vous parlais tout à l'heure des inégalités sociales et territoriales de santé. C'est vrai qu'on doit les prendre en compte dans la façon dont on intervient, et donc c'est important d'être très proactif dans la rencontre avec les dispositifs, les associations qui sont au plus près de ces populations-là. Et puis donc la complétion de la stratégie nationale, effectivement, elle passe par des actions directement de postvention, parce que le 3114 est capable aussi d'y répondre. Alors le numérique, c'est des actions qui viendront un peu dans un second temps, mais il est prévu aussi de développer un axe numérique via un chat. C'est effectivement une communication universelle, le 3114 est sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et puis, la dernière action territoriale, celle de vraiment d'intégrateur, elle recoupe un peu l'action précédente que je viens de vous citer, puisqu'il s'agit aussi de surveiller les phénomènes à risque, de faire du lien entre les différents acteurs de la prévention du suicide sur les territoires, d'être cette espèce de nœud de communication, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'info, on en diffuse, et inversement. Enfin, voilà, on peut tout à fait être à l'interface entre la population générale, les partenaires, et puis servir aussi aux partenaires pour les faire connaître à la population générale, etc. Donc le 3114, en tout cas ce numéro national, c'est pas que un numéro de téléphone. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'actions. Alors effectivement, ça fait beaucoup, mais l'idée, c'est de dire qu'on est des équipes. On va pas tout faire d'un coup. On
on fait les choses en fait je dirais par étapes, en fonction de nos possibilités. On a la chance à Lille d'avoir une équipe très dynamique, très proactive. Vous voyez que c'était aussi moi, je suis très contente que les collègues soient sur place avec vous parce que je pense que c'est eux qui sont sur le terrain qui pourront vous décrire au mieux le travail qu'ils font au quotidien. Mais on essaye, en tout cas, en fonction de nos possibilités, de se répartir, en tout cas, ces différentes missions. De façon stratégique parce qu'on va procéder par degré entre guillemets d'urgence, en tout cas il faut qu'on priorise ces différentes missions-là en partenariat avec l'ARS. Et c'est vrai qu'on a un fort lien avec le pôle national qui nous vient en aide au quotidien pour prioriser les choses. Alors, je vous décris très brièvement la constitution de l'équipe et puis je laisserai ensuite la parole aux collègues. Au 31-14, les équipes sont constituées d'un coordinateur médical. Bon, en l'occurrence, c'est une coordinatrice puisque c'est moi, avec une de mes collègues, le docteur Rougeret, qui est à mi-temps et qui travaille à mi-temps sur la CUM d'Arras. Donc, c'est intéressant parce qu'elle a des liens très privilégiés avec les SAMU. Donc on partage ensemble cette mission de chargé de réseau, faire du lien avec tous les partenaires. On a la chance d'avoir un mi-temps de secrétariat pour le centre, d'avoir Nathalie Rigbourg aussi en mi-temps de cadre de santé, un mi-temps d'assistante sociale et une équipe qui est constituée de 18 répondantes et répondants. Alors, je vous présente encore un tout petit peu quelques diapos. J'introduis en tout cas la place du 31-14 dans cette stratégie nationale et puis je laisserai très vite les collègues compléter. Le 31-14, en gros, c'est la ligne téléphonique du dispositif du 2NPS, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces actions d'ancrage, de stimulation, d'articulation, d'intégration, et puis il y a les missions de la ligne téléphonique en tant que telle dont vont vous parler mes collègues. Ça a ouvert le 1er octobre 2021, donc là on est à 8-9 mois d'activité. Les missions, entre autres, c'est des missions d'écoute, d'évaluation, d'intervention, d'orientation. Et les personnes qui peuvent avoir recours au 31-14, sachant que c'est un dispositif de prévention universelle, c'est globalement toute la population. Donc ça recoupe des personnes qui sont concernées par des idées suicidaires, une souffrance, mais ça comprend aussi leur entourage, les proches, qui s'inquiètent pour eux et qui souhaitent avoir des conseils ou parfois même signaler des situations sur lesquelles on va après reprendre la main. Les professionnels, c'est-à-dire que, alors pas que du soin bien évidemment, des professionnels, toutes professions confondues. On a au téléphone des gens qui sont, qui travaillent en entreprise, qui sont des collègues, des N+1, enfin voilà, des conseillers d'orientation, enfin, en tout cas, tout un tas de professionnels qui peuvent nous appeler parce que parfois ils peuvent rencontrer des gens qui sont en souffrance ou qui ont des idées suicidaires. Et il y a aussi cette action de postvention pour les personnes qui sont endeuillées par suicide. Alors il y a différents centres qui sont répartis sur le territoire. Vous voyez que, alors à gauche c'est les centres qui fonctionnent le jour et à droite les centres qui fonctionnent la nuit. Alors en gros, comme c'est important que l'action de prévention du suicide elle soit territorialisée pour être au plus près de la réalité de terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu ce choix, comme pour Vigilance, de faire des centres régionaux. Donc, il y a actuellement 13 centres ouverts. Paris, Marseille, c'est 2 gros centres vraiment dont on attend l'ouverture, mais qui, voilà, d'ici la fin de l'année, on espère qu'ils seront dotés. Le centre de Lille est un centre qui fonctionne 24 heures sur 24, au même titre que Brest et Montpellier. Et donc la journée, pour l'instant, on gère les appels des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Et la nuit, on récupère le Grand Est, en plus des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Voilà. Et donc les rôles, ils reprennent les actions territoriales de la stratégie globale de prévention du suicide que je viens de vous présenter. Ancrage, stimulation, articulation, intégration, réduction des ISTS, etc. En collaboration avec le pôle national, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de mener des actions un peu réflexives sur les pratiques
et le métier de répondant pour améliorer justement ces pratiques et puis la qualité de vie au travail des collègues. Et il y a cette mission très propre du 3114 en tant que ligne téléphonique d'assurer une réponse vraiment continue à la population générale dans le cadre des différentes missions, évaluation, orientation, etc., pour faire de la prévention du suicide directement auprès des appelants. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à mes collègues. Et donc, je vais arrêter mon partage d'écran puisque vous allez récupérer la main, je pense. Marine, voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. On vous souhaite une bonne fin de colloque à Nice. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends, mais je peux rester connectée. Enfin, moi, j'avais prévu de rester connectée en fait jusqu'au bout. Donc après, voilà, ça n'empêche pas que les collègues reprennent la main. Il faut que j'éteigne ma caméra peut-être pour que les collègues présentent la fin. Voilà, ben, je vais proposer aux collègues du 3114 de monter sur l'estrade. Donc Maxime, Nancy et excusez-moi, Émilie. Voilà, donc ils vont prendre le relais pour nous parler de leur pratique professionnelle et puis répondre aussi aux questions. Je pense que quand on avait préparé l'intervention, on s'était dit aussi qu'il était intéressant peut-être de donner quelques clés aux participants. Finalement, comment on peut repérer peut-être une souffrance chez la personne qu'on accompagne, un possible passage à l'acte, et du coup, comment vous faites dans vos pratiques lorsque vous répondez. Voilà, je vous passe le micro. Ça marche pas. Je crois que c'est la diapo 19 du coup qu'il faut récupérer, Nancy, c'est celle juste avant. Voilà, on n'arrive pas à la récupérer. Bah ouais. D'accord, ok. Bah c'est bizarre ça. Attendez, relancer. Ah. Est-ce qu'on veut juste remettre la diapo d'avant? Alors juste petit souci technique, le temps de régler cela. Ah. C'est bon, et toi, du coup, il faudrait que tu défiles comme ça. Ouais. Et si tu reviens là. Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon, merci. C'est à vous. Bonjour à tous. S'il vous plaît, ça va reprendre. Bonjour à tous. Donc du coup, mes collègues et moi, on est donc répondants donc, au 3114 de Lille. Donc on est tous les 3 infirmiers. Sinon, on est infirmier ou psychologue. Donc on a 2 psychologues et 16 infirmiers du coup sur le centre de Lille. Donc Marine avait parlé déjà tout à l'heure du coup de la composition de l'équipe. Donc coordinateur médical, donc docteur Lardinois, du coup avec un autre médecin, le docteur Rougegré, donc qui est à mi-temps comme elle l'a expliqué. On a aussi une assistante sociale à mi-temps. On a notre cadre de santé, secrétaire médical et chargé de réseau. À côté, on vous a mis un petit peu l'amplitude horaire. En fonction des centres, on a 2 manières de procéder au niveau de nos horaires. Il y a les postes en 12 heures ou les postes en 8 heures. À Lille, nous, on est en poste en 8 heures parce qu'on assure aussi la nuit. Du coup, c'était plus facile pour nous qu'on tourne sur 8 heures, donc à 3 équipes du coup par jour. Donc on est ou en poste du matin ou l'après-midi, comme dans les secteurs de soins, nuit. Et on a en plus le créneau 15-23. Le créneau 15-23, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un créneau où on voit une augmentation du nombre d'appels. Donc fin de journée, début de nuit, c'est un peu compliqué pour les personnes et du coup, on a une augmentation du nombre d'appels. C'est pour ça qu'on a renforcé. Il y a toujours une personne en 15-23 pour renforcer les équipes et d'après-midi et de nuit. Et il y a d'autres centres qui fonctionnent du coup en 12 heures. Ça ne fonctionne pas. Ça s'était mis sur toi. Ah. Non, mais si ça se met là, moi j'ai pas les annotations.
Sinon, pour ce qui est de notre formation, on a une formation qui est dispensée, en plus de notre formation de base d'infirmier ou de psychologue. On a eu une formation de 3 jours. C'est une formation qui est validée par l'ARS et qui est notamment dispensée par des médecins et des psychologues de toute la France, du pôle de formation. Ah, super. Attends, reste là. Tu veux celle-là? Ah non, je veux celle-là. Okay. Au niveau des locaux, pour situer un petit peu, donc on est, nous, à Lille en tout cas, on est basé au niveau du SAMU. On est juste au-dessus de la régulation du SAMU. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on a des appels dans un sens ou dans l'autre. Ils sont déjà sur place. En cas de besoin, on peut aller même directement les voir. On est dans des salles qui ont été toutes rénovées. On est très bien équipés. Alors nous, on a 2 écrans. Donc on a, en fait, on a 2 programmes. On a un programme téléphone et un programme où on note l'anamnèse, où on fait de toute façon un dossier patient. À chaque fois qu'on a un appel, on fait un dossier patient où on note le contenu de l'appel, comment on a orienté, les coordonnées qui peuvent être nécessaires lors d'un prochain appel et ce qu'on a pu faire si on a dû envoyer des moyens de secours ou si on a orienté à tel ou tel endroit. Ça nous permet, quand la personne nous rappelle quelques jours plus tard, ou le collègue, si ce n'est pas la même personne qui répond, a du coup toute l'anamnèse de ce qui avait été fait avant. Donc c'est comme un dossier médical qui est unique au 3114. Tous les centres de France ont accès aux mêmes ressources. Il est commun à tous les centres. Voilà. Ça ne marche pas. L'informatique est contre nous. Compliqué. Sinon, je prends mes feuilles, hein, mais ça change, mais ça ne change pas là. Ok. Ça ne change pas. Bah ouais, c'est étrange parce que ce matin, ça fonctionnait bien. Et ça, c'est toujours pour moi. Alors peut-être qu'on n'est pas sur le droit. Non, pas non plus. Sinon, je reprends mes feuilles. Hein. Ah, ça fonctionne. S'il vous plaît, ça va reprendre, ça fonctionne. Merci. C'était pour les annotations, mais... C'est parce que ça, à mon avis, c'est parce que ça a bugué, si je vous fais ça. Non, mais sinon, c'est pas grave, ne vous embêtez pas. Ouais. D'accord, ok, merci. C'est bon. Okay. C'est bon? Ouais. Cool. Du coup, là. Donc là, ce qui est propre vraiment à notre métier, du coup, ce qu'on fait vraiment au quotidien quand on répond au téléphone. Donc, le patient appelle. Donc, déjà, on présente toujours le dispositif. On s'annonce toujours qu'on est vraiment au 3114. Après, c'est en fonction, c'est vraiment au feeling, hein, c'est en fonction des patients que vous avez au téléphone. Si vous avez, par exemple, une tierce personne, quelqu'un qui appelle parce qu'il est inquiet pour quelqu'un de la famille, il va se présenter d'emblée, donner son âge, son adresse, tout ça, et nous parler du coup de la situation posément. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, quand on décroche, sont en pleurs. Pendant les 3-4 premières minutes, on n'arrive pas à parler avec eux parce qu'ils sont en pleurs, ils n'arrivent vraiment pas du tout à prendre la parole. Donc là, nous, on essaye déjà de leur dire c'est très bien d'avoir appelé, prenez votre temps, on va y arriver, on a le temps. Et le fait déjà de leur laisser le temps et de leur dire vous avez le droit de ne pas être bien, on prendra notre temps, il n'y a aucun souci. Déjà, ça donne une image de disponibilité aux patients qui appellent et ça fait retomber un peu la pression. Et là, en général, le patient arrive à reprendre un petit peu le dessus et arrive du coup à nous exprimer ce qui ne va pas. Alors, on a plusieurs typologies de patients, bien sûr. On a les patients qui, d'emblée,
vont verbaliser, parce qu'ils ont vraiment énormément besoin de dire ce qui est pesant pour eux. Et on a les patients qui ont beaucoup de mal à se confier. Il y a des patients qui vont tout de suite nous demander est-ce que c'est confidentiel, est-ce que c'est anonyme? Voilà. Et là, d'emblée, on explique que ce n'est pas forcément anonyme, parce qu'on est des professionnels de santé, mais que du coup, comme tel, on est tenu au secret professionnel. Donc si nous, de toute façon, tout ce qui nous est dit ou confié, ou ce qu'on peut comprendre, on est tenu de toute façon au secret médical. Donc rien n'est dévoilé, sauf en cas d'extrême urgence, bien sûr, où il faut faire envoyer des secours, là auquel cas c'est secret partagé à d'autres professionnels pour venir en aide à la personne. On valorise toujours la démarche parce que c'est pas toujours facile. Autant il y a des personnes qui vont appeler facilement parce qu'ils ont besoin de verbaliser, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de parler, ils ont des questions, ils ont besoin de réponses. Donc quand c'est comme ça, c'est quand même assez facile. Et il y a des patients qui, par contre, ont plus de mal à avancer. Donc c'est hyper important pour nous de valoriser la démarche. Mais écoutez, ça n'a pas dû être facile, mais vous avez quand même réussi à nous appeler, donc c'est super. On prend le temps qu'il faut, on va avancer à votre rythme. Ça les met aussi en confiance, ça permet, on sent dans leur voix la tension un petit peu qui descend, et du coup, ils arrivent plus facilement à se confier à nous. Après, on laisse les personnes parler. On essaye de récupérer, bien sûr, le plus possible d'informations, j'ai envie de dire, coordonnées pratiques. Le nom, le prénom, le département, parce que comme vous avez vu avec le découpage, on peut avoir des appels de n'importe où. Si par exemple Montpellier est en ligne et qu'ils ont un autre appel, eh ben, ça peut déborder jusque Lille. Donc il faut aussi qu'on puisse gérer les appels qui ne sont pas du tout du secteur de base qui nous est donné. Après, alors... Tac. Je me suis perdue du coup dans ce que je disais. Ouais. Donc, en fonction de ce qui nous est dit, on a plusieurs types d'appels. Du coup, on a les personnes qui sont pas bien, qui sont déjà suivies, qui sont en détresse ou qui sont seules tout simplement. C'est les appels qu'on a aussi beaucoup en fin de journée. Il n'y a plus de travail, il n'y a pas de famille, il n'y a pas beaucoup d'entourage. Les gens sont sont plus seuls, donc forcément les angoisses reviennent. Parfois ils ont juste besoin de parler un petit peu, donc on parle un petit peu, parfois de tout, de rien, et en fait ça fait redescendre un petit peu les angoisses vespérales et ça permet au patient de redescendre un petit peu en tension et de suivre sa nuit. Parfois ils ont juste besoin de verbaliser, donc ils sont très logoréiques et ils parlent, ils ont besoin de vider. Il n'y a pas toujours d'idées suicidaires. Par contre quand il y en a, c'est là qu'on est vraiment hyper précis, on évalue. Donc on évalue, est-ce que ce sont des idées suicidaires qui sont passives? Est-ce qu'elles sont actives? Est-ce qu'on a un scénario? Parce que là, on n'est pas du tout dans la même proactivité du coup. Les patients qui commencent à avoir ce qu'ils appellent des idées noires. Donc oui, ce serait bien si toutefois ça s'arrêtait. Et en fait, ils veulent beaucoup faire arrêter cette souffrance. Et on n'aura pas forcément d'action de suite. On va juste les aider à y voir plus clair dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc on va leur expliquer, oui, il y a ça, alors est-ce que si on faisait ça, est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider? Et souvent, ah bah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Parce que les gens, cognitivement, ils sont un peu coincés dans leur souffrance et du coup, c'est compliqué pour eux d'envisager les choses. Donc on va juste les aider à les guider et finalement, on les aide à mobiliser leurs ressources. Ils arrivent après à mobiliser les ressources qu'ils ont déjà en eux, mais qu'ils étaient un peu coincés, qui n'arrivaient pas à les voir. Après, on a les patients qui, par contre, ont des idées suicidaires, par contre, qui sont actives, qui sont très présentes. On essaye aussi d'évaluer en fonction des antécédents du patient. Est-ce qu'il y a déjà eu des passages à l'acte ou pas? Est-ce qu'il y a déjà un suivi avec un psychologue, un psychiatre? Est-ce qu'il y a des diagnostics de posés d'une quelconque pathologie mentale ou autre d'ailleurs? On est obligé vraiment de planter le décor, vraiment voir tout ce qui entoure, c'est vraiment une prise en charge globale. Et on n'a que la voix, on n'a pas le dossier médical du patient, donc en plus on doit se fier à seulement ce qu'il nous dit. Quand c'est nécessaire, parfois les patients, quand ils sont chez eux, ils ne sont pas bien, mais ils disent « oui, je suis dans ma salle de bain, ma femme dort à côté ». Bon, alors ça pourrait être pas mal qu'on aille voir monsieur, peut-être au téléphone. Donc on mobilise tout de suite les tiers s'ils sont présents. Donc on travaille tout de suite avec du coup le réseau de la personne, le réseau familial. S'il y a de la famille autour ou la personne est seule, oui, peut-être qu'on pourrait appeler ma mère. Ok, bah donnez-moi son numéro, on va l'appeler. Et auquel cas on appelle une tierce personne qui est de la confiance du patient pour pouvoir par exemple le rejoindre ou l'amener chez le médecin ou l'aider à passer un moment qui est un peu plus difficile. Donc on travaille avec le réseau proche déjà du patient.
Quand c'est nécessaire, un patient qui est déjà, par exemple, suivi, on va travailler avec un réseau un peu plus large et cette fois un réseau un peu plus professionnel. C'est-à-dire qu'un patient qui est suivi en CMP, si on arrive à prendre les coordonnées du CMP, des médecins ou des psychologues qui les suivent, on va contacter avec l'accord du patient le CMP en expliquant, voilà, moi j'ai eu ce patient-là au téléphone ce matin qui me reparle de recrudescence anxieuse, idées suicidaires qui sont de plus en plus présentes, de plus en plus envahissantes, où il y a une ébauche de scénario qui commence à se faire. Donc là, on est inquiet par rapport à l'évaluation que nous, on a fait au téléphone, et auquel cas, le CMP réagit assez rapidement et remet en place un suivi où le psychologue ou le psychiatre peut revoir le patient dans la semaine, ou l'infirmière peut reprogrammer assez rapidement aussi un rendez-vous. Donc ça permet de rapprocher un petit peu les suivis et de ne pas laisser la personne trop longtemps sans suivi, parce que parfois, il se passe quand même un laps de temps assez grand entre deux rendez-vous, malheureusement. Ça peut arriver aussi qu'on rappelle les personnes. Quelqu'un qui est fort angoissé, qui est seul, qui a peu de ressources, on arrive à désescalader au moment de l'appel, souvent en général c'est en début de nuit, où les gens, on arrive à désescalader un petit peu l'angoisse, on arrive à les faire retomber un petit peu, mais c'est des gens qui sont assez seuls, en tout cas assez isolés, socialement et parfois aussi au niveau de la famille. On leur propose, quand on sent que c'est un petit peu sensible quand même, on leur propose de prendre des nouvelles le lendemain. Quand on sent que la personne n'est pas forcément en capacité de nous rappeler si ça ne va pas. On leur demande, est-ce que demain vous serez capable de nous appeler si ça ne va pas? Il y a des gens, je ne sais pas, est-ce que j'oserais une deuxième fois vous appeler? Vous embêtez pas, on se programme un petit quelque chose pour demain, donc on se programme un rappel pour les collègues, ce qui est possible au niveau de l'informatique, et on rappelle la personne, par exemple, le lendemain, en fin de matinée, pour voir du coup comment s'est passée la nuit, tout ça, et c'est rassurant pour les patients, parce qu'on reprend un petit peu la main quand ils n'arrivent pas à se prendre en main, parce qu'ils sont en difficulté à ce moment-là, le fait que nous, on les drive un petit peu, on leur dit, bon, ok, là on va faire comme ça, on va temporiser pour la nuit, parce que nous, on a jugé qu'il n'y avait pas nécessité d'intervenir, et du coup, on peut reprogrammer un rappel pour demain en disant, voilà, vous avez appelé hier soir, ça n'allait pas trop, est-ce que vous avez réussi à dormir, comment ça va? Du coup, la journée, on l'envisage comment? Et du coup, on peut réévaluer par rapport à l'évaluation qui avait été faite aussi la veille. Ça, c'est des choses qui sont aussi très rassurantes pour les personnes qui sont surtout isolées. Après, on peut aussi, du coup, orienter. Donc, de manière personnalisée, quand les personnes ont déjà un suivi, voilà, je suis suivie au CMP ou je vais au GEM la journée parce que ça m'aide à passer le temps, ou j'ai ma psychologue, c'est vrai que je peux quand même la joindre. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous pensez qu'on est capable d'appeler le CMP demain et d'essayer de programmer quelque chose? Ah bah oui, tout ça. Donc, on les aide, si nécessaire, à la prise de rendez-vous. Sinon, on les aide à retourner vers leur réseau aussi. Le but, c'est de retourner vers leur centre de référence, en fait. Là où ils sont déjà suivis, c'est là où ils le connaissent le mieux, et c'est vers eux qu'il faut les rediriger. Et si on n'a pas, on peut mettre en place, ou en tout cas, on peut aider à orienter les gens. Parfois, il y a des personnes, très justes, qui n'ont pas de suivi et qui, par contre, nécessiteraient, nous, on juge qu'ils nécessiteraient de voir ou un psychiatre pour la première fois ou un psychologue. Les gens ne savent pas comment on peut prendre rendez-vous dans tout le domaine de psychiatrie. C'est pas toujours facile quand on n'est pas dedans. On ne sait pas toujours par quelle boule prendre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on arrive à les aider. Alors, comme vous avez vu, au niveau du découpage, c'est quand même très vaste. On a beaucoup d'appels de Paris, région parisienne. Moi, je suis au taquet sur les départements de Paris maintenant. On a je vous assure, on a des ressources. On a un classeur de ressources. On a aussi sur Internet, on a des choses où on peut, en fonction du département, on peut orienter les personnes. Bon, vous habitez dans le 92, ok, vous, je pense que le CMP, ça pourrait être utile. Écoutez, on va faire comme ça, je vous donne les coordonnées, vous les appelez, en cas de souci, vous nous rappelez. Et on arrive à donner des ressources, du coup, aux patients parce qu'ils ne savent pas par où les prendre. Ou tout simplement rediriger aussi vers le médecin traitant. On essaye aussi au maximum, quand il n'y a pas encore de réseau installé, de diriger vers le médecin de ville, le médecin traitant qui peut justement aider le patient à faire les démarches. Donc on peut, appel du dispositif d'aval, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, les CMP, on peut par exemple les appeler pour mettre en alerte en disant voilà, moi je suis un peu plus inquiet, il disait que ça allait, mais en fait ça ne va pas. Donc moi j'ai besoin de vous partager cette information, toujours avec l'accord du patient, sauf si nous on pressent un danger important, forcément, où on interviendra malgré tout, mais c'est hyper important. Dans le réseau aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est important de l'indiquer, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires.
Moi, je ne m'y attendais pas quand j'ai commencé, et pourtant je suis là depuis le début. On a beaucoup d'appels de jeunes ou d'adolescents, parfois d'enfants, et on travaille aussi énormément avec les établissements scolaires, infirmières scolaires, CPE, les assistantes sociales. C'est hyper important. C'est parfois une ressource essentielle parce qu'on a des enfants ou adolescents qui sont dans une situation familiale très compliquée. On ne peut pas forcément faire appel aux parents, donc aux majeurs qui a l'autorité parentale, parce que la famille est défaillante ou il y a des soucis, déjà eux-mêmes ont des soucis. Ça peut parfois être vite compliqué, mais il faut quand même, quand il y a des mineurs, ce qui arrive quand même assez souvent, c'est qu'on mette un adulte responsable dans la boucle. Il faut absolument qu'on prévienne un adulte de la souffrance de cet enfant ou de cet adolescent. Donc il nous arrive très très fréquemment de travailler aussi avec les établissements scolaires. Alors quand c'est période de vacances, c'est sympa parce que en fonction des régions, c'est pas les mêmes dates. Donc ça, on est aussi au taquet sur le calendrier des vacances. Mais du coup, c'est hyper important parce qu'on arrive à les mettre dans la boucle. Parfois, on se rend compte que l'enfant a déjà été signalé au niveau de l'établissement et a déjà un suivi ou par les assistantes sociales ou le CPE ou l'infirmière scolaire. Ça, c'est hyper important. C'est un réseau qui est essentiel pour nous. Et aussi, ils nous appellent aussi pas mal. On a aussi des appels d'infirmières scolaires en disant, voilà, j'ai un élève face à moi, il se passe ça dans sa vie, moi je l'avais déjà vu 2-3 fois, moi je trouve que ça va moins bien. Dans certains établissements, il y a déjà les affiches du 31-14, donc c'est vrai que certains nous appellent directement, mais parfois c'est vraiment le collège ou le lycée qui nous appelle pour nous mettre en alerte, et du coup, on a l'enfant au téléphone, l'enfant ou l'adolescent, et on peut aussi l'évaluer du coup directement. Et après, on donne la marche à suivre du coup à l'infirmière qui est présente sur place. Voir s'il faut mettre en alerte les parents ou si c'est compliqué dans cette situation-là. Voir un peu ce qu'on peut faire pour aider l'enfant. J'ai chaud. Si, c'est bon. Donc au niveau des personnes concernées par nos appels, j'en avais déjà parlé un petit peu, ça peut être dans n'importe quelle phase justement de cette ligne. Donc ça peut être les personnes qui passent par un moment de solitude ou de coup de mou, comme on peut dire, où on rumine un peu, puis il n'y a rien qui va, et voilà, on commence à avoir une petite baisse de morale. Après, on a les idées passives. Oui, là j'aimerais bien que ça s'arrête quand même, parce que c'est lourd, j'ai du mal à aller de l'avant. Après, on a les idées suicidaires qui sont actives. Là, de toute façon, je sais très bien qu'il faut que ça s'arrête. Il va falloir que je fasse quelque chose. On a parfois des propos assez crus. Les gens nous le disent assez facilement par téléphone. Il faut savoir que la subtilité, la différence entre le cabinet et nous, c'est que par téléphone, c'est facile. Vous êtes dans le confort de votre maison, vous nous appelez, vous pouvez raccrocher à tout moment. Donc ça, ils ont l'impression aussi d'avoir la main sur l'entretien. Et ils n'ont pas l'œil, ils n'ont pas le regard de la personne en face, il n'y a pas la blouse blanche, on n'est pas dans un cabinet médical, donc ça, c'est beaucoup plus informel et c'est beaucoup plus, surtout pour les ados, facile, justement, la démarche d'appeler. Après, on peut arriver, du coup, aux idées suicidaires avec un scénario. Là, on agit automatiquement. C'est-à-dire qu'on a, de toute façon, là, je vous appelle parce que je veux parler à quelqu'un, mais là, tout à l'heure, de toute façon, je vais me pendre, ou je vais prendre des médicaments, j'ai tout le stock devant moi. Voilà, et là auquel cas, on laisse pas, voilà, on garde le patient en ligne pour justement, tant qu'on parle, il n'y a pas d'action derrière et on travaille beaucoup en équipe. Un regard suffit avec les collègues de toute façon. Ah, t'es en difficulté, attends. Donc ils se mettent en indispo, hop, j'appelle les secours, je note l'adresse, le collègue appelle, les secours sont envoyés et l'autre personne garde le patient au téléphone. Donc les secours arrivent et on sait qu'il n'y aura pas eu justement de passage à l'acte parce qu'on l'a maintenu comme ça en ligne. Ça peut arriver aussi que des personnes appellent car elles sont endeuillées par suicide. Donc quelqu'un de la famille qui s'est suicidé, avec tout ce que ça comprend, l'incompréhension, les questions qu'on peut se poser, tout le contexte de « je ne l'ai pas vu venir », et si j'avais fait ci, est-ce que j'aurais pu l'empêcher ? Est-ce que j'aurais dû le voir ? Est-ce que j'ai loupé des signes ? C'est très culpabilisant pour les proches. On intervient aussi à ce moment-là et on les dirige. Déjà, on fait retomber, parce que c'est facteur d'angoisse. Donc on essaie de faire redescendre les angoisses à ce moment-là et on peut les rediriger vers des associations. On travaille beaucoup avec les associations, notamment dans ce cadre-là, Vivre son deuil, une association qui est très très bien, qui est très disponible et qui est... les patients nous donnent de très bons retours sur cette association-là. Donc on arrive à les rediriger justement pour qu'il y ait un suivi de ce deuil qui est compliqué. Ouais, ok.
Ça, c'est un petit récap au niveau des chiffres pour que vous ayez une idée. Alors ça, ce sont les chiffres au niveau national. Donc on a eu à peu près un peu moins de 90 000 appels, dont presque 65 000 de décrochés. Alors la différence entre le nombre d'appels et de décrochés est aussi due au fait que parfois les patients appellent et on n'a pas le temps de décrocher et ils raccrochent. Alors nous, le numéro s'affiche, parfois on voit les mêmes appels, les mêmes numéros qui essayent de nous rappeler, mais c'est trop compliqué pour eux, du coup, au premier coup, ça ne marche pas, donc c'est tout. Donc d'où cette différence où les patients, quand on décroche, ça devient réel, parce qu'on dit 3114, je vous écoute, et ils raccrochent. Du coup, il y a cette perte d'appels entre le nombre d'appels et le nombre de décrochés. Donc la proportion de décrochés est de plus de 72%. Au niveau des appels sortants, on est à un peu plus de 33 000, ce qui donne 34% à peu près d'appels sortants. Les appels sortants, c'est appel au tiers, donc la famille, quand il faut qu'on alerte, quand c'est des ados, tout ça. Mise en alerte du réseau, les établissements scolaires, les CMP, les professionnels de santé qui sont déjà ancrés dans le suivi du patient. Donc ça, c'est l'évolution depuis l'ouverture du 3114 au 1er octobre, c'est l'évolution du nombre d'appels au niveau national également. Donc on avait commencé à presque 300 appels quotidiens et pouf, et ça remonte et on sent de toute façon une augmentation de l'activité. Ça, c'est plutôt le découpage par rapport au centre des répondants. Par exemple, Lille, c'est la ligne verte qui est la plus en haut par rapport au nombre d'appels sur la journée. Donc on voit en effet qu'à partir de 20h, pouf, il y a une augmentation qui jusque minuit, 1h et à 2h, et après on a une légère descente, un petit creux, si tant est qu'on puisse parler un creux, un peu moins d'appels à partir de 2-3 heures du matin jusqu'en toute fin de nuit. Mais il y a une grosse augmentation d'appels sur la période du 15-23, d'où le fait qu'on ait renforcé, nous, en tout cas à Lille, ce créneau horaire. Ça, c'est les chiffres pour Lille. Donc, plus de 25 000 appels reçus, 16 000 décrochés. Donc, ça fait un taux de décroché, du coup, de 65%, avec un peu moins de 9 000 appels sortants. Donc, comme expliquait Marine tout à l'heure, donc nous, on aide à former les gens à la prévention, donc à identifier si la personne elle est en souffrance, ou alors quelqu'un qui appelle parce que oui, je suis inquiet pour un de mes proches. Donc là, on aide un peu à évaluer avec la personne et lui donner peut-être des trucs et astuces pour essayer de voir si à quel moment ils doivent un peu plus s'inquiéter, comment réagir, lui conseiller de lui donner notre numéro afin que la personne puisse nous joindre directement. Merci. Donc on peut répondre à vos questions si vous en avez. Oui, allez-y. Vous pouvez poser toutes les questions. Si vous souhaitez vous asseoir, allez-y. Je voulais savoir si vous récupériez la... Comment ? Joseph Puissec, je travaille sur PEP 48, le premier épisode psychotique au CHU de Lille. Et je voulais savoir si vous récupériez l'âge des patients et si vous avez une moyenne d'âge, du coup. Nous, on note l'âge, on demande l'âge du patient parce qu'il y a aussi des catégories qui sont plus à risque de suicide. Par exemple, un homme, la cinquantaine, est plus à risque qu'un homme de 20 ans, par exemple. Ça, ce sont les stats qui nous le disent. Donc, on essaye de toute façon, pour planter un peu le décor, d'avoir l'âge des patients. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il y ait des stats au niveau des âges. Nous, on fait surtout beaucoup la distinction avec les mineurs, surtout majeurs-mineurs, pour qu'on voit la proportion des mineurs, parce que c'est une catégorie qui est plus difficile, entre guillemets, pour nous à gérer, parce qu'il faut mettre un adulte dans la boucle, parce que, voilà, qui sont peut-être aussi plus impulsifs. Donc, je ne pense pas qu'on ait... Vous avez votre monito, le monito que vous complétez ? Mais on n'a pas de moyenne, on n'a pas de diapo par âge. Hein. Non, en fait, le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas encore extraire de données du système d'information. C'est en cours de réalisation. Et donc, les collègues font
de façon un peu la perpétuelle, un monitoring manuel, c'est-à-dire qu'il sépare les appels des mineurs des majeurs. On a une centaine d'appels par mois de mineurs, que ce soit des mineurs concernés ou des mineurs qui appellent pour d'autres mineurs, ce qui fait une moyenne de 3 par jour. Mais les derniers chiffres, voilà, sont pas... Les derniers mois, on a un peu moins bien fait ce monitoring à la main. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu en augmentation. Enfin, ça, c'est à vous de le dire. Mais j'ai l'impression que souvent, vous parlez pas mal de situations de mineurs. J'ai l'impression que vous avez pas mal d'appels de mineurs. En tout cas, on a noté sur le terrain une augmentation du nombre d'appels de mineurs. Au début, on avait un appel de mineurs, on était en galère, hein. Je vous assure qu'on n'était pas franc, moi la première. Bon, c'est tout, on s'améliore. Après, on travaille aussi avec des pédopsies, donc c'est vrai que si on a besoin, on est quand même coaché, on est drivé, on a des formations du coup. Dès qu'on a une problématique, genre bah là, je me suis retrouvée un petit peu en galère avec ça, j'ai dû appeler le médecin d'astreinte. On met des formations en place tout de suite, justement pour qu'on soit au taquet sur ce sujet-là. Donc on est en perpétuelle formation. Depuis le début, on a eu un nombre incalculeur d'heures de formation, justement pour qu'on puisse s'adapter toujours à la population et à la réalité de terrain. Mais sinon, on fait pour l'instant le distinguo qu'entre mineurs et majeurs. Bonjour, Laura Belin, éducatrice spécialisée au CHRS Agora. Je voulais savoir si ça vous arrive quand vous êtes contacté par un proche, est-ce que ça vous arrive d'appeler du coup après la personne qui est en souffrance, mais c'est pas la personne qui vous appelle, mais c'est vous qui l'appelez à la demande d'un proche, par exemple? Alors, oui, ça nous arrive. Et en fait, il faut qu'on demande à la personne qui nous appelle si cette personne est d'accord pour qu'on la cite quand on appelle la personne en question. Et il arrive parfois que la personne ayant des idées suicidaires, en tout cas en souffrance, ne réponde pas. Ça arrive aussi. Mais dans ces cas-là, on demande au tiers de prévenir en fait la personne en question qu'on va l'appeler. En général, quand même, la personne répond. Mais on doit demander l'accord du tiers pour être cité pendant l'appel. En général, même si la personne n'est pas prévenue, ils accueillent assez bien notre appel. Si nous, on est inquiet par rapport aux éléments que le tiers nous a transmis, qu'on dit, bon, bah, c'est tout, là, on ne va pas chercher, on va rappeler la personne n'est pas prévenue. En plus, c'est un numéro bizarre qui s'affiche. Ils n'ont pas toujours confiance. On se présente tout de suite. On dit tout de suite qu'on est infirmier ou psychologue. Donc déjà, ça pose un peu les bases. Et on leur dit, voilà, nous, on a quelqu'un qui nous a appelé parce qu'il était inquiet pour vous. Et on a, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de refus d'entretien. Les gens acceptent, parfois ils sont soulagés à la fin. Je leur dis, voilà, la personne qui a appelé pour vous, votre ami, votre père, votre frère, ils étaient inquiets, ils avaient peur que vous soyez fâchés contre eux. Et la plupart des patients répondent, bah non, je suis soulagée qu'il l'ait fait. Donc finalement, moi, je ne pense pas qu'à Lille, on n'ait jamais eu aucun retour de patient qui ait refusé de nous parler quand on appelle. Enfin, c'est rare quand même. Attendez, En fait, ce qu'on a défini ensemble, c'est le degré de proactivité. Plus on est inquiet, plus on est proactif. Donc effectivement, le mieux, c'est que la personne soit prévenue, qu'on ait son accord, qu'on va l'appeler, etc. Mais si les collègues sont trop inquiets, parce qu'on estime que soit le risque n'est pas évaluable, mais qu'on a quand même des éléments d'inquiétude, ou alors que ce que nous décrit le tiers, c'est très alarmant, avec un risque élevé, voire immédiat. Bon, là, on passe outre cet accord franc, quoi. C'est-à-dire que les collègues décident d'appeler. Et effectivement, ça pose, enfin, dans 99,9% des cas, ça pose aucun problème. Bonjour, Odile, éducatrice au SAVS du GAPAS. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre le contact avec quelqu'un avec un passage à l'acte derrière ? Perdre le contact avec un passage à l'acte derrière, non. Par contre, on a, enfin en tout cas pas moi. Ah, Laetitia, oui. On a une collègue, oui. Oui, elle était au téléphone avec une patiente qui s'est jetée sous une voiture pendant qu'elles étaient au téléphone, en effet. Après, ce qu'on a beaucoup, c'est pas forcément dans les passages à l'acte plus violents. Par contre, on aura des TS effectives par IMV. Donc, on a, j'ai encore eu la semaine dernière un patient qui m'appelle et je vois qu'en fait, il a du mal, il bafouille un peu au fur et à mesure. Bah, monsieur, est-ce que vous avez pris quelque chose ? Bah oui, j'en suis à ma 3e plaquette de Lexomil. Ah, d'accord. Donc là, on va agir. Voilà. Oui. Je disais, on a aussi pas mal de tentatives de pendaison qui sont avortées et de précipitations aussi sur un pont où on appelle rapidement les secours pour mettre en sécurité le patient.
Et puis, il y a aussi le fait que vous restez en ligne parfois très longtemps avec les gens. Oui, ouais, on reste en ligne jusqu'à ce que le patient soit en sécurité. On ne raccroche pas tant qu'on n'entend pas les secours frapper ou les secours sur place, en fait. Ce qui suppose que parfois vous êtes à plusieurs sur des situations aussi. Ouais. Par exemple, pour ma part, moi je travaille de nuit et une fois il y a une jeune fille qui a appelé, elle avait fugué de l'hôpital et donc au téléphone elle me dit qu'elle veut se jeter d'un pont, donc je la tiens au téléphone pendant plus d'1 heure, elle marchait, donc mon collègue a appelé le 17 pour géolocaliser jusqu'à ce qu'il la trouve, mais ça a duré plus d'1 heure et elle était sur le pont au moment où ils sont intervenus. Donc c'est un travail d'équipe. Bonjour, Trancton, je suis psychiatre au sein d'un dispositif d'intervention précoce. Bien sûr, on vous appelle pour des idées suicidaires et tout. Est-ce que dans votre catalogue de ressources, il y a des centres d'intervention précoce, des coordonnées que vous pouvez adresser aux jeunes ? Non, de centre d'appel de précoce, non. De tête, je dirais... Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu besoin, moi, d'en faire appel, donc je ne pense pas. On a beaucoup de ressources. Alors, on commence maintenant aussi à les maîtriser, parce qu'au début, on ne les maîtrisait pas forcément, en plus de toutes les associations vers qui on peut diriger, plus tous les CMP, tous les CMP adultes, CMP juvéniles. De tête, je dirais que non, mais par contre, les ressources m'intéressent. Est-ce que dans l'idée que les idées suicidaires, par exemple, les idées noires, peuvent être des signes prodromiques d'un trouble émergent éventuel et que cette catégorie d'adolescents, de jeunes adultes pourrait bénéficier peut-être d'évaluations plus spécifiques dans ce cadre-là ? En fait, là, pour l'instant, je pense que les structures sanitaires ou médico-sociales vers lesquelles on oriente les ados ou jeunes adultes, c'est la médecine de ville, médecine générale, CMP, CMPEA, les maisons des ados. Et alors, on a de moins en moins de difficultés, mais j'ai quand même l'impression que parfois, comme le 3114 est de plus en plus connu, mais pas forcément connu de tous, ça peut être compliqué d'appeler... Parce que comme c'est des dispositifs desquels on attend quand même une évaluation médicale sur certains éléments d'inquiétude, on sent que ces dispositifs-là aiment bien aussi que ce soit un médecin qui adresse. Et le 3114, alors c'est un numéro professionnel, puisque les collègues derrière sont des professionnels formés, etc. Mais ça c'est pas encore d'une fluidité totale. Après, effectivement, si vous avez, vous, des ressources à nous communiquer, ce serait avec plaisir. Quand on oriente les gens, de toute façon, les collègues, enfin, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, Émilie, Nancy et Maxime, mais les collègues appellent toujours pour prévenir, même si c'est une orientation qui se fait pas dans l'urgence, quand même de dire, voilà, on vous prévient qu'on a orienté vers vous une personne pour telle et telle raison. Moi, ça m'arrive du coup de faire des mails aux collègues, etc. Si on a un doute sur un quelconque trouble émergent, notamment chez les jeunes, dans tous les cas, on met un adulte dans la boucle. Quand les parents sont étayants et qu'on sait qu'on peut compter sur eux, on les met au courant, on leur dit ce serait bien qu'ils voient un professionnel. Donc les parents, du coup, prennent le relais. Et en général, il y a quand même quelque chose qui se déclenche derrière. Alors après, vers où ils se dirigent exactement, nous, on donne des orientations dans l'urgence ou en ayant du temps. J'ai pas forcément de retour là-dessus, mais en tout cas, les ressources sont intéressantes, s'il vous plaît. Moi, j'avais une question sur la connaissance en fait, du numéro 3114. Est-ce que vous avez un retour au niveau de l'appel? Est-ce que vous savez par qui et par quel biais en fait, les personnes qui appellent ont eu connaissance du 3114? Parce que voilà, je pense, intéressant sur la promotion du numéro, mais également de savoir finalement quand c'est les jeunes, s'ils ont déjà été orientés par un autre jeune, s'ils ont été orientés par quelqu'un. Enfin, qui les a orientés, ou est-ce qu'ils ont tout simplement tapé suicide sur Google, ils sont tombés sur 3114? Enfin voilà, est-ce que vous avez les canaux un peu comme ça? Est-ce que vous les connaissez? Oui, alors en fait, les patients qui sont déjà suivis souvent sont orientés par leur thérapeute,
Leurs médecins leur disent de nous appeler. Après, les plus jeunes, en général, c'est Internet. Ils tapent dans la barre de recherche et du coup, ils nous trouvent. Après, je crois qu'il y a des affiches qui ont été mises dans quelques collèges, dans quelques établissements. La radio aussi, oui. Il y a eu quand même pas mal de radios. Et après, on a aussi, en tout cas, je parle pour moi la nuit, mais on a aussi des patients qui nous appellent en disant un ami m'a conseillé de vous appeler. Donc, je ne sais pas comment les amis en question ont trouvé notre numéro, mais en tout cas, voilà. Oui, bonjour, moi c'est Romain, je travaille en mission locale à Tourcoing. Et nous, au sein de la mission locale, en fait, moi je suis dans un dispositif d'accompagnement de 16 à 25 ans et on a de plus en plus de jeunes qui ont des situations vraiment très compliquées, des idées suicidaires. Et je voulais savoir si vous avez déjà eu des orientations de la part de ce type de structure. Alors, la nuit, non. Je vais du coup passer à mes collègues. Mission locale, j'ai eu un appel une fois. J'ai eu un appel où la personne était suivie justement à la mission locale et nous a dit on m'en a parlé là et c'est pour ça que je me permets de vous appeler. En tout cas, moi, j'en ai eu qu'un. Ça peut venir aussi de diverses associations en fonction. Parfois, il suffit qu'une personne ait eu l'info, ait vu aux infos ou un reportage, parce qu'il y a notamment eu un reportage sur Brut qui a été fait, qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Et du coup, les gens ont cherché des infos. Je sais que notre secrétariat est appelé régulièrement pour avoir des affiches ou des cartes. Dans certains établissements scolaires, c'est ça. Donc petit à petit, on n'a pas forcément encore fait beaucoup de pubs parce que il y a eu la mise en place déjà, il fallait qu'on se mette en place, qu'on voit un petit peu ce qu'on allait avoir comme travail, quelle typologie de patients qu'on avait, justement pour s'adapter au mieux au terrain. Le but, c'est que nous, on s'adapte aux patients qui ont besoin de nous. Donc, c'est en fonction de comment l'information circule sur le 3114. Justement, en fait, moi, je voulais savoir si, vous prévoyez éventuellement de faire des sensibilisations au sein de structures comme la nôtre, quoi. Alors, c'est mis en place. Oui, avec du coup, nos deux médecins, avec Marine et Laurine, il y a des choses qui sont mises en place. Alors, pour l'instant, assez spécifiques. Donc, ils vont intervenir notamment au niveau de la gendarmerie, parce que c'est aussi une population qui est à risque. Ils vont intervenir au niveau du 115, là aussi prochainement. On cible des grosses structures comme ça. Il y a aussi, Marine, pour les personnes en situation de surdité, aussi qui est en train de se mettre en place, justement pour qu'on puisse s'adapter aussi aux personnes qui ont un handicap qui rend la communication un petit peu compliquée, pour que justement on s'adapte et que tout le monde ait accès de manière égale au dispositif. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter. J'aimerais bien, oui. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, mon mail, c'est simple, c'est marine.lardinois @chu-lille.fr. Sinon, vous faites 3114 @chu-lille.fr. On a fait une boîte mail un peu générique. Et si vous avez besoin nous, c'est avec plaisir qu'on se rencontre. Alors, soit on vient à vous, soit vous venez voir le centre. Très bien. Bon, si vous souhaitez qu'on vienne, effectivement, directement faire un peu d'information, répondre à vos questions, on le fait avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Et c'est assez fréquent que même certaines assos nous appellent directement au 3114 pour qu'on puisse justement leur envoyer des affiches ou des cartes pour qu'ils puissent justement afficher dans les lieux d'assaut ou tout. D'accord, très bien, merci. Je pense que, sauf erreur, certaines mutuelles, je pense la MSA pour les agriculteurs, ont des interventions effectivement directes pour protéger effectivement des tentatives de suicide. Bon, des gens qui sont en difficulté effectivement professionnelle. Je pense que la mutuelle spécifique effectivement à la gendarmerie et à la police font également ce type d'intervention. Et certaines caisses de retraite complémentaires, je pense à Malakoff, propose effectivement de la recréation effectivement de liens sociaux, de voir effectivement des gens, de parler même du deuil et de la fin de vie également aussi. J'ai pas trop entendu non plus effectivement d'appel de la part de personnes seniors.
dans votre service? Si, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors ça peut être pour des thématiques un peu plus légères, je dirais. Donc on a beaucoup de solitude ou de sentiments de solitude. C'est très compliqué. Ou les départs à la retraite, qui sont des moments charnières dans la vie de quelqu'un. On a aussi beaucoup de seniors. Et vous avez parlé de la MSA. Effectivement, ils ont leur dispositif un peu propre, comme la gendarmerie et la police. Mais alors peut-être plus la MSA que la gendarmerie et la police. Moi, j'ai eu au téléphone, il y a effectivement, par exemple, Défense Écoute. Je crois que ça marche 24 heures sur 24. C'est des psychologues. Ceci étant, elles n'ont pas forcément de formation spécifique. Et en échangeant avec elle, elle disait qu'elle serait très preneuse, si c'était possible, et bien sûr que ça l'est, de pouvoir rebasculer certains appels ou orienter des gens vers le 3114 pour qu'il y ait une évaluation vraiment professionnelle et spécifique du risque suicidaire dans ces populations à risque. Après, comme il s'agit de structures nationales, en fait, on travaille vraiment. C'est vrai qu'on a un travail en local sur le territoire, mais le pôle national est quand même plus en charge de la mise en place de ces protocoles. On peut pas décider, nous, au niveau local, de faire ce qu'on veut avec la gendarmerie. C'est au niveau national, le pôle national travaille avec la police, le SSPO, le SSA, pour mettre en place des protocoles d'articulation spécifiques, en fait. Parce qu'ils ont effectivement leurs propres ressources. C'est faux. Nous, en fait, on vient se substituer à rien. Le 3114, ça fait interface, interstice. Malheureusement, ça pallie aussi un petit peu au dysfonctionnement du système de santé actuel. Mais c'est pas que du sanitaire, le 3114. Donc, on fait du lien, on bouche un peu les trous, on essaie de s'articuler, de faire en sorte que tous les acteurs, les partenaires puissent... on est comme une sorte de hub, quoi. Mais on se substitue à personne, effectivement. Donc, on se sert de ce qui existe. Bonjour. Ouais. Alors j'ai cru comprendre que le 3114, il avait été créé en 2021 et je me demandais simplement ce qu'il y avait comme dispositif avant, s'il y avait déjà un numéro d'appel ou pas du tout. Il y a des lignes d'écoute. Alors, par contre, je ne sais pas où est... Ah, là-bas, pardon. je vous cherchais. Il n'y avait pas de ligne d'écoute professionnelle, parce qu'on est la première ligne d'écoute professionnelle de santé. C'est des lignes d'écoute tenues par des bénévoles. Donc, on a SOS Amitié, SOS Suicide, Phoenix. Ça, ce sont des numéros aussi nationaux, des plateformes, mais qui sont tenus par des personnes bénévoles. Donc, qui n'ont pas la même formation que nous. Donc, on n'a pas les mêmes réponses non plus, parce que nous, on oriente et nous, on peut agir en cas de besoin. Et j'ajoute à ce que tu dis, Nancy, qu'il y avait d'autres fils professionnels. Le fil santé jeune, c'est des psychologues, par exemple, mais pas spécifiquement formés à l'évaluation du risque suicidaire. Moi, du coup, si je puis me permettre, je voulais rajouter quelques précisions à ce qu'ont dit les collègues, pour que ce soit le plus clair possible dans vos esprits. Effectivement, je rebondis parce qu'il y a d'autres lignes d'écoute, dispositifs d'écoute à distance. Donc, c'est pas un numéro unique, le 3114. C'est pas que du sanitaire, c'est-à-dire que c'est adossé à du sanitaire puisque les collègues répondants sont infirmiers ou psychologues, mais la réponse, elle n'est pas que médicale. Elle est médico, psycho, sociale, avec tout ce qui est hors champ sanitaire et par exemple les associations. Donc, on essaie vraiment de diversifier les orientations. Ensuite, c'est pas un numéro d'urgence, puisque en fait, le spectre des idées suicidaires, il est hyper large. On fait de la prévention parfois hyper précoce avec la souffrance psychique sans idée suicidaire jusqu'au passage à l'acte abouti, etc. Donc, le champ de la prévention, il est très large. C'est vrai que les collègues gèrent des situations d'urgence, mais ce n'est pas un numéro d'urgence. Et c'est pas que une ligne téléphonique, comme je vous le présentais, parce que il y a ces missions territoriales d'articulation, d'ancrage, etc., etc. C'est pourquoi on a ce rôle aussi en tant que médecin avec Laurine de charger un peu de réseau. Par contre, s'il fallait résumer ce qu'est le 3114, c'est un dispositif professionnel avec des professionnels spécifiquement formés à l'évaluation du risque suicidaire et des missions d'écoute, d'évaluation, d'intervention, d'orientation. Voilà. Pour résumer.
Je vais faire la gardienne du temps, c'est pas forcément très agréable. Je vois qu'il y a énormément de questions et je pense à un format auquel nous avons réfléchi dans notre projet de service 2021-2025 que nous appelons les conversations du CREPSI, et je me dis que peut-être à un moment ou à un autre, je ferai peut-être appel à vous pour que peut-être nous puissions organiser un format de 2 heures afin plutôt d'échanger librement sur ce sujet qui véritablement, on le voit, suscite de nombreuses questions, et ne serait-ce que la courbe que vous avez montrée à l'écran et également les différentes courbes et malheureusement celle de notre région qui est en tête montre l'importance pour nous de mieux appréhender comment on peut soutenir ces personnes, les écouter et puis être un passeur pour un mieux-être. Merci à vous en tous les cas. Merci. Merci beaucoup aux collègues. J'ai vu Nathalie aussi. Merci à Nathalie d'être venue. Et merci de nous avoir invités à prendre la parole. Alors je vois le temps et on avait